Fidèles téléspectateurs, nous voici à l'émission La Noblesse Oblige. Cette émission qui vous amène toujours à des personnes susceptibles à être appelées nobles parce que leurs œuvres en témoignent. Elles ont manifesté la bonne volonté d'associer l'inspiration divine, je dirais, et l'observation de la société. Finalement, ce qui est inspiré dans leur esprit est apparu aux yeux de tous, qu'on appelle généralement des œuvres. Ces œuvres qui peuvent être des œuvres d'art, des œuvres littéraires, et ça dépend dans quel domaine on se trouve. Et dans notre émission, nous recevons d'habitude les hommes. Il y a ceux-là qui se disent mais pourquoi les femmes ne passent pas dans cette émission La Noblesse Oblige? Voilà une deuxième femme qui se présente après Madame Baye-Dila Espérance, professeure à l'ISAM. Aujourd'hui, nous recevons aussi une artiste, surtout pour le mois de la femme, où avec les thèmes de cette année 2019, on nous dit penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement. Voilà. Et il y a des femmes qui se sont engagées pour changer ce monde. Il y a des femmes qui se sont engagées pour donner un nouveau visage du monde. Il y a des femmes, de toutes les façons, comme on aime le dire aussi, les femmes, ce sont elles qui sont la base de la société. Et ce n'est pas en vain qu'on dit éduquer une femme, c'est éduquer toute la société. Et alors, j'ai beaucoup parlé parce que vous devrez découvrir qui est en face de moi. Il s'agit bien de mademoiselle Anastasie Langou. Bonjour Anastasie. Bonjour monsieur Jean-Marie. Vous êtes là dans l'émission La Noblesse Oblige. Nous vous avons fouillé. On cherchait quelle femme recevoir dans notre émission La Noblesse Oblige. Et je dois vous dire comment j'ai fait pour vous trouver, parce que j'ai suivi à la télé, je vous ai suivi à la télé, recevant un prix. J'ai vu, j'ai observé, j'ai vu que vous êtes jeune et vous avez reçu un prix. Et finalement, en passant dans les rues de Kinshasa, je vois vos photos dans des panneaux. Des panneaux, pas pour faire nécessairement la publicité, mais cette entreprise, je ne vais pas citer les noms ici parce que je ne fais pas de publicité de ces produits. Du moins, j'ai vu des panneaux où il y a votre visage. Et quand vous passez dans des rues de Kinshasa, vous voyez votre visage dans des panneaux. Qu'est-ce que vous vous dites? Déjà, ce n'est pas facile de se voir chaque jour. Et puis, déjà, c'est tout le monde qui vous appelle pour vous dire on vous voit par-ci, par-là. Il y a la pression et tout, mais bon, on s'y fait avec. C'est la première fois que vous puissiez être placardé dans tous les panneaux de la ville. Oui. C'est la première fois. Oui. Et alors, présentez-vous vous-même. J'ai dit que vous vous appelez Anastasie Langou. Peut-être j'ai commis une erreur de prononciation ou j'ai sauté quelques noms que les gens utilisent souvent pour vous identifier. Comment on vous appelle? On m'appelle Anastasie Langou. La winner, j'aime bien m'appeler comme ça. La winner. La winner. La gagnante. La gagnante, oui. C'est un surnom que je me suis surnommé moi-même. Ok. Depuis des années. Pour m'affirmer, pour me donner le courage d'avancer. D'accord. Donc, il y a, si dans la rue, je vous vois comme ça, je dis la winner, sans problème. Sans problème. Et Anastasie Langou. Oui. Ça signifie quoi, Langou? Langou signifie de l'eau. Ok. Je suis Yombe. Ok. Oui. Langou, de l'eau. Oui. Et que symbolise votre nom, votre propre nom, la Langou, dans votre vie? Y a-t-il de l'influence dans ce que vous faites? Je dirais oui. Par exemple? Parce que là où partout je passe, je laisse des traces. Parce que de l'eau, c'est la vie. Donc, on a toujours besoin de l'eau pour vivre. Donc, je pense que je ramène de la vie. Même dans mes œuvres, on retrouve la vie. Comme on dit, Mai sogoboyiko melayango o sogolayango. Soboyiko sogolayango o lambelayango. Et voilà, nous sommes là en face de mademoiselle Anastasie. Elle est au fait photographe. Photographe.
Photographe nde nani. Photo na bonane. Vous pouvez expliquer ce que vous faites? Vous êtes photographe. Est-ce qu'on doit dire vous êtes photographe, artistique ou artiste photographe, je ne sais pas moi. Ok, je suis artiste photographe. Donc, il y a une nuance entre les photographes qui font des photos pour des événements parce qu'ils n'ont pas une démarche artistique. Moi, j'ai une démarche artistique que je suis dans mes œuvres. Donc, c'est pour cela qu'on m'appelle artiste photographe. Il y a d'abord la conception de l'idée, avant même la prise de l'image, en fait. D'abord, j'ai une idée en tête. Je me documente, je fais mes recherches et après ces idées, si je trouve qu'il est temps de photographier, je cherche comment mettre une mise en scène pour faire sortir l'élément que je veux montrer dans mes photos. C'est comme ça. C'est tout une processus, je crois. Donc, si je comprends, le photographe ordinaire, c'est celui qui attend. Donc, le photographe ordinaire fait une sorte de collecte, si je peux dire, une sorte de cueillette. C'est-à-dire, il attend les gens qui ont besoin des photos s'approcher de lui. C'est pour ça qu'il y a des studios. Je viens, je frappe à la porte, je veux marquer cet événement par des images et je cherche un photographe. Lui, c'est son gagne-pain, il fait ça pour gagner sa vie, voilà. Sans pour autant vouloir parler de quelque chose. En fait. Mais vous autres, là, oui. C'est... On est artistes. Donc vous commencez... J'ai aimé ce que vous venez de dire. Vous commencez par vous documenter, oui. Vous faites déjà des recherches, oui. Des analyses. Oui. Finalement, vous avez l'idée de ce que vous allez faire comme photo. Waouh. Wow. Je n'ai jamais pensé à ça. Okay. Et comme les peintres, avant de peindre, un artiste peintre, il a d'abord une démarche qui suit, des sculpteurs. Donc, dans l'art plastique, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça, c'est la conception qui compte d'abord. Il y a la conception et après, on produit la photo. Oui. Mais à quoi sert cette photo-là? Quand j'ai la conception, finalement, j'ai photographie. Bon, excusez-moi, j'ai été photographe, comme vous le dites là, okay. Dans le sens de gagne-pain, tout ça. Mais j'aimais aussi faire des photos, des plaisirs, des loisirs. Oui. J'avais l'habitude, lorsque j'étais jeune, de prendre des photos peut-être d'une fleur, tout ça. Bon, j'ai perdu mon album. Il y avait des photos comme ça, des loisirs. Parfois, j'ai découpé des cartes, j'ai créé. C'est une passion, donc. Oui, voilà. Bon, même si j'étais aussi photographe dans le sens des commerçants. Mais quand je photographie, je sais qu'il y a la première communion, il y a deuil, je photographie, je remets mes œuvres. Mais vous autres, là, quand vous artistes et photographes, après avoir produit cette photo-là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous faites avec ces photos-là? Déjà, quand vous dites que vous remettez le photo que vous prenez, donc on vous a payé pour faire ce travail. Ouais. Donc, ce n'est pas vos œuvres. Donc, quelqu'un a besoin d'un service, il vient vers vous, il donne de l'argent pour avoir des photos de lui. Et moi, je fais mes propres photos, donc il n'y a personne qui m'envoie. Je suis artiste, je dis que je vais faire telle série de photos. Je fais comme ça avec mon propre gré, donc ce sont mes œuvres d'art en fait. Et je vais les exposer, on va m'inviter dans des expositions, je peux le vendre si quelqu'un a besoin d'acheter une photo, il me contacte, je lui vends mon œuvre. C'est comme ça. Alors, y a-t-il des différences avec ceux qui prennent des photos, comment on appelle ça, c'est pas l'exposition aussi. Par exemple, on prend des jeunes gens pour un produit, on fait des photos pour des magazines, oui. Des journaux. Y a-t-il différence avec vos photos d'artistes? En tant que photographe, je suis artiste photographe. En même temps, on peut me contacter pour des événements. Si on me paye pour faire ce service-là, je le fais, il n'y a pas un problème. Mais ce n'est pas mon travail, en fait. Moi, je me consacre dans mon travail de artiste photographe. J'ai ma mission que je suis, ma vision, en fait. C'est ça. Et y a-t-il une sorte de plateforme de ces genres de photographes? Vous êtes constitué une sorte de syndicat ou en gros, parce que là où vous exposez, on doit nécessairement vous connaître. Okay. Est-ce que vous vous inscrivez quelque part? Il y a un syndicat, il y a un ordre de ces genres de photographes? Actuellement, en RDC, pas encore. Pas encore, mais il y a des aînés qui vivent en Europe. C'est grâce à eux. Quand ils ont des marchés en Europe, ils contactent des jeunes d'ici, des artistes d'ici, pour dire qu'il y a un tel projet. Et il y a peut-être le musée d'Allemagne qui veut exposer des œuvres des artistes congolais.
Et on sélectionne les domaines, photographes, peintres et tout et tout. Et puis on vous invite. C'est par rapport aux gens qui sont à la diaspora que nous avons des contacts pareils. Oui. Mana, donc j'ai compris. Maman Anastasie. Hein? Chez nous en Afrique, on appelle toutes les dames les mamans. Même si elles n'ont pas d'enfants, c'est un titre honorifique pour vous qui nous suivez. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit Maman Anna. Alors, Anastasie, vous nous avez expliqué votre travail de photo. J'ai essayé un peu de comprendre, mais je voudrais entrer encore en profondeur pour comprendre davantage comment vous faites cette conception. Vous commencez par où? C'est vrai, la conception, c'est difficile à expliquer parce que c'est abstrait. Mais je conçois quelque chose, hein, comme un philosophe aimait le dire, Platon, avec son idéalisme. C'est-à-dire, tout est d'abord dans l'esprit. Hein, c'est le micro que je tiens, avant de concevoir, avant de créer ce micro, il y a eu un concepteur, il y a eu cette conception, cette idée du micro. C'est pour ça que j'ai créé ce micro. Oui. Pareillement avec la photo. Bon, quand vous créez ces photos, vous commencez par où dans cette conception? Par exemple, si vous avez une œuvre, nous allons la présenter. Et nous choisissons par hasard cette œuvre qu'on voit ici avec cet homme qui apparaît un peu, je ne sais pas moi, il crie quoi, cette œuvre rouge que nos téléspectateurs sont en train de suivre. Comment vous avez fait pour arriver à cette photo? Et ça s'appelle comment cette photo-ci? Le titre de la série, c'est SOS. SOS. Oui. Urgence. D'accord. Je parle de l'urgence qu'il y a dans la société, les problèmes que nous traversons, les problèmes financiers, des problèmes liés à la spiritualité. Où quelqu'un veut s'en sortir, il n'arrive pas, il demande de l'aide et tout. Oui. Comment vous avez fait cette photo-là? Il y avait le rouge, là, la couleur rouge qu'on voit. C'est un pagne? Quelqu'un qui s'est caché derrière un pagne? Comment en fait? Vous pouvez nous expliquer seulement cette photo? En fait, dans la photo, j'ai voulu montrer l'âme d'une personne. Déjà, pour moi, l'âme, c'est un peu l'ombre, en fait. On a tendance à représenter l'âme par une ombre. Et je me suis dit, si je veux parler d'une personne qui souffre intérieurement, comment je peux arriver à faire sortir ça dans la photo? Et je réfléchissais sur ça. Et je me suis dit, OK, comment je peux faire pour avoir l'ombre dans mon studio? Et j'ai dit, OK, si je mettais la lumière derrière le fond avec une personne, j'aurais cette ombre-là. C'est l'idée est venue de là. Et je vais essayer. Et en essayant, j'ai vu que ça réussit. J'ai réussi mon ombre, en fait, avec la personne que j'ai utilisée comme modèle. Et j'ai eu ce que je voulais, les résultats que je cherchais. Et donc, la couleur rouge, c'est... C'est un fond. C'est un fond, c'est un tissu, donc c'est un fond que j'utilisais avec la lumière, avec une personne, pour avoir l'ombre que vous voyez. OK. Oui. Quand est-ce que vous avez commencé à faire des photos? Depuis votre enfance ou comment? Non, pas depuis mon enfance, mais je dirais déjà, j'étais une personne qui aimait trop se faire en photo. Ma famille, vraiment, m'interpellait sur ça. Tu aimes beaucoup, tu dois devenir mannequin, des choses comme ça. J'aimais beaucoup me prendre en photo, mais bon, ignorante, en fait. Et c'est depuis 2016 que je rencontrais un ami qui avait un studio d'enregistrement, mais il avait des appareils photo. C'est de là que l'envie vraiment est née d'apprendre, en fait. Et personne ne voulait m'aider parce que personne ne croyait en moi. Déjà, je suis graduée en droit. Je n'étais même pas appelée à être photographe déjà. J'ai laissé mes études pour me concentrer à ma passion. Et c'est de là que tout a commencé. J'ai commencé à faire des tutos en ligne et tout, et apprendre à lire des livres sur la photographie. Et c'est comme ça. Vous avez aussi un modèle en photographie? Oui, oui, j'ai regardé beaucoup de travail de Fekiripi. C'est un de quelle nationalité? Congolais. Ici, il est décédé. Et il y a aussi Misha Gordine, il y a Sami Balonji, c'est un Congolais, Jean Senga, donc beaucoup des artistes, photographes. Apparemment, ils ne sont pas là. Non, ils évoluent à l'étranger, en fait. Oui. Ici au Congo. Parce que l'art conceptuel, ici au Congo, surtout la photographie conceptuelle, n'a pas encore des ailes comme ailleurs, en fait. OK. Et lorsque vous étiez jeune, vous l'avez dit, vous aimiez vous prendre en photo. Mais est-ce que vous aviez quelle vocation dans votre jeunesse en dehors, parce que vous avez fait les droits, mais vous pensiez devenir qui? Quand j'étais gosse, ouais. Je rêvais d'être médecin.
ou avocate. C'était les deux. Vu que je n'étais pas forte en mathématiques, je suis allée faire le latin philo. Et à l'université, je fais le droit. Le droit. Vous êtes né où? À Kinshasa. À Kinshasa. Né et grandi à Kinshasa. Oui. OK. Vos amis, vous êtes en contact, parce que vous êtes encore jeune, donc vous êtes en contact avec vos amis. Bien sûr. Mais, Vu que j'ai même pas beaucoup d'amis, mais... Et que vous disent vos amis dans ce que vous faites, ceux qui sont tout autour de vous, et ils vous apprécient ou ils trouvent que vous déviez par rapport à tout ce que vous avez voulu faire devenir? Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Mes amis qui me connaissent avant que j'atteigne ma carrière de photographe, ils sont étonnés parce qu'ils me demandent comment tu as fait. On était avec toi à l'université, tu n'étais même pas censé devenir photographe. Beaucoup au début me critiquaient, mais même ma propre famille ne comprenait pas pourquoi j'ai laissé le droit pour faire la photo. Déjà, la photographie ici, ce n'est pas considéré. Donc, quand je disais que je suis photographe, c'était un peu comme si je prenais les photos juste à la rue comme ça et tout et tout. Les gens ne comprenaient pas ma vision en fait. Et puis j'ai trouvé des amis dans l'art, les frères de l'Académie des Beaux-Arts, c'est vraiment qui sont plus proches. Donc avec eux, j'ai eu à me sentir vraiment artiste en fréquentant des amis qui comprennent un peu le sens de l'art. C'est avec eux, ils m'ont beaucoup encouragé, ils m'ont beaucoup aidé avec des conseils. Et voilà aujourd'hui. Oui. Et comment vous préconisez l'avenir pour vous? Vous êtes là, photographe, vous avez quel genre de projet? Est-ce que demain, si quelqu'un vous demandez au barreau ou vous exigez, pas exiger, bon, j'exagère, pas une obligation, mais vous ouvrez encore le chemin pour continuer vos études en droit et retourner au barreau, ça vous fera quoi? Est-ce que c'est l'abandon total du droit ou comment? Déjà, si quelqu'un m'obligeait, donc c'est qu'il ne respecte pas ce que je suis. C'est pour ça que j'ai enlevé le verbe obligé. Ben, vous proposez, vous ouvrez les chemins, vous tracez parce que dans la vie, on ne sait jamais, on peut rencontrer quelqu'un qui vous porte ou avec qui vous collaborez bien, qui vous dit aujourd'hui, voilà, c'est possible de prendre encore cette route. Parce qu'avec la photo, c'était pareil. Vous avez rencontré des amis, comme vous avez dit, un ami avec son studio. Et puis là, c'est comme si il a détourné votre vocation, mais vous êtes à l'aise, vous vous êtes retrouvé. Et si demain encore, il y a quelqu'un d'autre qui dit, voilà, parce qu'apparemment, vous avez abandonné votre chemin. Si ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que ce n'était pas la mienne. Et il n'y avait pas de portes qui étaient fermées, en fait. C'est moi-même qui a fermé les portes. Et je regardais notre direction. Donc, c'est moi-même qui a décidé, en fait. Ah, d'accord. Oui. Tu as décidé de changer de route. Oui. Alors, j'ai vu aussi, quelque part, à l'Internet, vous photographiez un artiste qui est un artiste libre. Un artiste performeur. Performeur. Oui, oui, j'ai vu aussi les mots performeur. C'est un mot qui existe ou c'est un mot créé par rapport à ce qu'ils font? Déjà, le mot performeur vient du performance. Donc, tel que vous êtes là, vous performez dans votre profession de journaliste. Donc, vous performez, vous savez ce que vous faites, vous le faites bien. Donc, c'est une performance que vous faites. Même les gens qui vendent à la route, quand ils font ça bien, c'est une performance. Mais avec eux, c'est quoi? Ils savent la signification, ils l'utilisent aussi. Ils traversent leur corps pour parler d'un problème, ils utilisent leur propre corps en fait. Ils se mettent donc dans une situation vraiment que peut-être personne d'entre nous peut supporter, dans le sang, ils se torturent en fait. Et pour parler d'une situation qui leur dérange en fait. Ils veulent dénoncer des situations sociales en utilisant social, politique, religieuse, n'importe quelle situation, mais pour dénoncer, sensibiliser, décrire une situation, mais en utilisant leur propre corps. Oui. Ah, c'est compliqué tout ça. Est-ce qu'on peut considérer des supporters, des animateurs de nos équipes, même partout ailleurs, ça existe aussi, qui utilisent leur corps avec des peintures, tout ça, peintures avec la couleur de leurs équipes. Est-ce que tous ces gens-là peuvent être considérés comme des artistes performeurs? Déjà, être artiste, il faut être conscient. Toi-même, tu dis que je suis conscient de ce que je fais.
Donc, c'est la conscience artistique que tu engages dans ce que tu fais qui te rend artiste, au fait. Tu peux bien faire tout ce que tu veux, être couturier. Il y a des couturiers qui sont des artistes, mais ils s'ignorent. Il ne sait pas qu'il est artiste. Mais il fait juste ça pour gagner son pain, il fait juste ça comme ça. Mais si toi-même, ta conscience artistique s'est réveillée en toi, tu vas savoir que je suis artiste. Et tu vas trouver une démarche que tu vas suivre pour parler d'un problème, je ne sais pas moi, de quoi qui te dérange. Ouais. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo matondi namo. Ouais, ça c'est bien dit, c'est-à-dire avoir d'abord conscience de ce que l'on fait, oui. Savoir qu'on est artiste et finalement faire des démarches des artistes pour atteindre un but ou une finalité. Alors, des performeurs, excusez-moi, j'ai appris ces mots chez vous. Okay. Je ne savais même pas que les mots performeur existaient en français. Moi, je pensais que c'était un néologisme. Vous m'avez révélé un mot. Excusez-moi, téléspectateurs. Bon, on apprend chaque jour. Alors, donc, les performeurs en art doivent être nécessairement des gens qui utilisent leur corps. Non. Ou... Ah, ok. Moi, je suis performeur aussi. Parce qu'il y a dans mes photos, je me prends moi-même en photo. Il y a une série, je me suis pris moi-même en photo. J'ai intitulé Limite. Donc, j'ai performé dans ma propre série de photos. Donc, je me suis mis moi-même dedans et je me suis pris en photo. Donc, c'est déjà une performance. Et quand je performe dans mon travail, c'est déjà une performance. J'ai conscience de ça, en fait. Okay. Mais j'ai vu des photos, je peux citer son nom, d'un artiste, Yannickos. Donc, Yannick Majestikos. Yannickos Majestikos. J'ai vu ces photos, ben ça vous laisse bêter. Bain de sang, la série. Oui, il était, je ne sais pas moi si c'était un bassin ou une sorte de baignoire avec du sang, tout ça, pour symboliser la souffrance. Et vous avez pris ces personnes en photo. Et une fois, c'est sur des grandes avenues de la ville, oui. J'ai vu sur le boulevard. Oui. Il était là en blanc pour symboliser la paix. Oui. Il était au milieu. On était avec lui. Est-ce que vous avez l'autorisation, parce que je trouve ça comme une provocation quelque part, vous ne trouvez pas? Parce que quand un artiste est performeur, je dois m'habituer au mot, un artiste est performeur, il doit aller au grand marché pour dénoncer certains abus sur la place publique et les gens sont là en train de suivre. Est-ce que vous avez, vous travaillez avec ces artistes, vous êtes photographe, vous avez l'autorisation ou le fait comme des gens qui se révoltent dans la société pour dénoncer? Comment vous faites? Il y a eu une bonne... On ne vous dérange pas par des autorités civiles venir par exemple en plein boulevard, dormir en plein boulevard, prendre des photos. Ça se passe comment? C'est tout ça. Je trouve ça suicidaire et dangereux, quoi. Oui. Il y a deux fois, on a des autorisations, deux fois, on est vraiment révolté à faire quelque chose, même si on ne le donne pas. Déjà, un artiste, ce n'est pas quelqu'un qui raisonne comme tout le monde. Il a cette envie de dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. C'est ça aussi, être un artiste, engagé, peu importe les risques qu'on doit prendre, et s'élever, dire des choses vraiment telles qu'on doit les dire. Et des fois, on a des autorisations, des fois, on n'en a pas, mais on risque nos vies. Moi, je prends des photos aussi, je n'ai pas des autorisations, mais je me dis, je veux le faire, peu importe. Qu'on m'arrête ou pas, ça ne change rien. Je veux le faire. Mais, et quand on dit que vous, des artistes, vous êtes des fous, comment vous considérez ça? Vous avez déjà entendu parler de ça? Surtout les jours. Moi-même, je me traite de folle. Alors, oui. Comment vous trouvez ça? C'est un plaisir ou c'est une désorientation du langage? Pour vous, qu'est-ce que ça vous fait? C'est quel sentiment? De joie ou de résignation, de peine intérieure? Déjà, c'est pour moi le fait de ne pas être conforme à la société. Le fait de vouloir dire des choses, même si c'est bien pour la société, mais qui dérange en fait. Un artiste
On le traite de fou parce que même si les gens trouvent que c'est normal, lui, s'il doit interpeller peut-être le recyclage, en fait. On jette des bouteilles par-ci, par-là. Un artiste dit, moi, je ne veux pas rester comme ça, je vais faire une œuvre qui va parler de cette société-là. Et peut-être ça va déranger les industries qui conçoivent ces bouteilles et tout, mais un artiste, il le fait, il crée des habits. Je connais Yanos Sikos, il crée des habits avec des canettes, des bières, pour parler de tout ce qu'on jette, en fait. Donc, il se met en danger. Il s'en fout même quand il traite de fou, quand il porte ces costumes-là. Il se dit, je m'en fous, j'ai envie de parler d'un sujet qui me dérange. Je veux trouver des moyens pour en parler. Donc, si on nous traite de fou parce qu'on prend le courage de dénoncer, de dire des choses, de voyager, d'imaginer des choses pour le futur ou bien pour arranger la situation, tant mieux, ça ne me dérange pas. Ok. Donc, vous ramassez ce que la société rejette, oui, pour donner un sens. Oui. Excusez-moi parce que je suis resté sur ce thème de la folie. C'est pareillement comme nos frères et sœurs attrapés par la folie. Et ils font pareil, quoi. Vous allez voir un homme qui a cette maladie ramasser tout ce que nous nous jetons. Nous qui nous considérons comme des gens normaux, oui, des gens, excusez-moi de parler de la justice, juste, mais nous jetons. Et lui vient, qui est considéré dans la société comme un injuste, parce que, il ne marche pas selon les règles. Oui. C'est un déséquilibré, comme tu as parlé du mot. Et il ramasse. Pourquoi faire? Bon, on ne sait pas. Peut-être à la différence, vous aussi vous ramassez pour un objectif. Est-ce qu'on peut dire que le fou, l'homme attrapé par la folie, quand il ramasse, peut avoir aussi une vision d'art? Je dirais oui, parce que un fou, c'est une des personnes que moi, particulièrement, je m'intéresse beaucoup à ses actes, en fait. Quand un fou va rester à la poubelle, il ramasse des déchets, et les gens le trouvent bizarre, en fait. Parce qu'il fait des choses que les gens normaux ne peuvent pas faire. Mais en tant qu'artiste, comme moi, j'ai une série de photos que j'ai fait où j'ai ramassé des objets aussi. Parce que je me suis inspirée de ce que le fou faisait, en fait. C'était pour dénoncer la façon dont les humains abîment la nature, en fait. Et sur le changement climatique aussi, en fait. Et le fait de faire ça, c'est pour interpeller la société. Vous considérez normaux, vous jetez aujourd'hui, vous attendez que qui puisse faire ça à votre place, en fait. Et en tant qu'artiste, je ne considère pas ces gens-là comme vraiment des gens nuisibles pour notre société. Peut-être qu'ils sont là pour nous aider à comprendre ou bien à se questionner sur ce que nous jetons, en fait. C'est un peu ça, pour moi. Alors, quelle est votre relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? J'ai sauté d'un sujet à l'autre. C'est un saut, comme disait quelqu'un, dans les vides. Oui. Quelle est votre relation avec Dieu? Je me considère comme croyante parce que je crois qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça, la nature même, et moi aussi. Donc, vu que je me connais moi-même, et si une personne, pour moi, si une personne se connaît lui-même, connaît ses valeurs, connaît sa situation, connaît qui il est, connaît Dieu en même temps, pour moi, c'est ça. Alors, et c'est possible un jour, aujourd'hui, moi, je commence à concevoir comme toi, à ta place, parce que tu es en train de me contaminer dans la conception photographique. Okay. Est-ce qu'un jour, vous pouvez faire aussi cette photo-là, surtout au Congo, où tout ce que nous faisons, il y a toujours Dieu à l'intérieur. Même quand nous volons, nous mettons toujours les noms de Dieu en avant-plan. Est-ce que vous pouvez imaginer un jour, je ne sais pas comment vous trouvez ça, la relation qu'il y a entre l'homme et Dieu en photo? C'est faisable aussi parce que vous concevez. La relation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Déjà, Dieu, il est invisible. Oui. Mais on nous dit que Dieu est l'image de... Donc nous, on est l'image de Dieu. Donc je mettrai juste des gens qui vont représenter Dieu dans mes photos pour parler de Dieu. Merci beaucoup. Oui. Alors,
votre relation avec Dieu, ce n'est pas à vous de juger la société, je ne vous le demande pas. Votre relation avec Dieu, quand aujourd'hui on voit la société, parce que vous êtes jeune, beaucoup de jeunes attendent que Dieu puisse agir. Vous voyez, chaque jour, surtout quand vous prenez l'imité industriel, lorsqu'on était des jeunes, l'imité, on savait que c'est là où nos parents venaient pour leur travail. Industriel, parce qu'il y avait des industries. Aujourd'hui, l'imité est devenu, je ne sais pas moi, l'imité industriel est devenu l'imité, je ne sais pas moi, spirituel ou l'imité des religions, je ne sais pas moi, des églises, des réveils. Alors, vous sentez la masse de gens, la foule qu'il y a dans toute la commune de l'imité en train de chercher Dieu. Ils ont besoin de Dieu, de chercher Dieu, de rencontrer Dieu, tout ça. Il n'y a que de prière, tout ça. Vous, aujourd'hui, comme jeunes, c'est étonnant, ceux qui nous suivent peut-être s'étonnent. Vous n'avez jamais appris la photographie d'une manière classique, c'est-à-dire à l'école. Vous êtes de la formation de droit, mais vous décelez quand même un prix. Un prix, vous avez reçu un prix, on vous a décerné un prix sur la photographie parce que vous avez travaillé, vous avez bossé dur. Alors, vous pensez que pour aller plus loin, il faut s'avancer vers Dieu pour réaliser sa mission. C'est ce que je voulais dire. Ce que vous faites. C'est comme ça que je reprends la question, votre relation avec Dieu. Parce que vous allez le dire pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont aussi eu une vision. Est-ce que pour réaliser sa mission, réaliser des œuvres, vous devrez attendre Dieu ou vous devez travailler pour glorifier Dieu? Voilà, il y a cet enjeu-là. Il faut aller à l'église, passer son temps à l'église pour réaliser sa mission, ou il y a une mission à réaliser selon ce que Dieu a recommandé, mais entendu peut-être de l'intérieur. Oui, déjà, pour moi, la spiritualité, ce n'est pas dans les églises, au fait. Et Dieu n'est pas dans, je sais pas moi, dans les églises ou ailleurs. Dieu en nous, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si une personne te connaît, il connaît Dieu, en fait. Donc, je voulais dire ceci. Donc, si tu te connais, tu connais qui tu es, tu vas connaître ta mission. Parce que si Dieu nous a mis un cerveau, c'est pour réfléchir. S'il voulait qu'on puisse rien faire, qu'on puisse les prier du matin au soir pour qu'ils trouvent des solutions, il n'allait jamais nous donner un cerveau. Donc, c'est pour que nous puissions réfléchir, trouver des solutions et puis penser pour l'avenir de notre pays, je dirais. Donc, là, je conseillerais aux jeunes de d'abord s'interroger sur qui ils sont vraiment, en fait, de trouver d'abord des solutions sur leur propre personne, en fait, de se construire, de chercher, de lire, en fait, de se documenter sur le développement personnel, c'est très important. Et aussi de ne pas croire que si tu vas à l'église, que Dieu est là-bas. Dieu est partout, en fait. Même dans ta chambre, tu peux prier, Dieu peut te répondre. Donc, ce n'est pas seulement partir à l'église. La spiritualité n'a rien à voir avec l'église. C'est avec toi-même que Dieu peut agir, en fait. La spiritualité, c'est dans ton fort intérieur, c'est dans ton âme, en fait. C'est ça. Pour moi, en fait. Je vais encore poser une question. Cette question est mieux pour un prêtre, je ne sais pas moi, ou un pasteur, un religieux. Mais je vous la pose quand même. Quelle est la place de l'Église dans la vie d'un individu? Quelle est la place de l'Église dans la vie d'un individu? D'un homme, d'une femme? Ok. Je pose cette question partant de ce que vous venez de dire. Dieu est dans l'âme de quelqu'un. Ben, oui. Quel est le rôle de l'Église? Je dirais peut-être le rôle de l'Église, c'est peut-être nous réconforter. Donc, quand quelqu'un peut-être est dépressif, il ne sait pas quoi faire de sa vie, il a des problèmes. Et les pasteurs, c'est un berger, non? Il est là pour vous conseiller. C'est un peu comme si vous partez voir un docteur pour vous conseiller. C'est ça, non? C'est que le pasteur fait, vous conseille, il vous dit que ça va aller, il vous donne des versets bibliques pour que vous ne soyez pas découragés. Donc, c'est aussi important qu'il puisse être là. Mais personnellement, pour moi, je ne sais pas, peut-être j'ai eu la chance de mieux me connaître moi-même et
C'est ça, c'est un peu ça. Donc la question, elle est un peu... Je sais. C'est ça. Je sais que c'est une question très complexe. Mais je ne veux pas trop t'amener dans des histoires de religion parce que c'est tellement privé. La relation de l'homme avec Dieu, c'est tellement personnel. Donc, c'est complexe. Oui, c'est complexe. Alors, Anastasie, on vous suit par beaucoup de gens durant ce mois de mars. Il y en aura qui vont te suivre au mois d'avril, mai, juin. Voilà. Vous êtes une femme. Je sais que la majorité des femmes n'aiment pas ce genre de questions. Mais je suis désolé de vous la poser. Vous posez des questions, c'est quoi la question, quoi? Pour vous, c'est quoi le mariage? Pour moi, le mariage, c'est juste un contrat où deux individus vont à la commune pour sécuriser leurs biens, je crois, le futur de leurs enfants. Donc, c'est ça pour moi, les mariages. Mais dans tout cela, il n'y a pas d'amour. L'amour n'a rien à voir avec les mariages. La preuve, il y a des divorces qui interviennent après. Mais peut-être parce que les gens ne se sont plus entendus. Je dis, c'est un contrat. Quand il y a une partie, il y a des parties qui signent un contrat. Donc, s'il y a une des parties qui n'est pas d'accord, il a le droit d'aller voir un avocat pour demander de l'aide, pour qu'on résilie le contrat, pour que... Il y a des hommes qui te suivent. Hein? Ok. Qui te suivent. Donc, pour elle, le mariage, c'est un contrat. Bah, peut-être demain... Vous ne m'avez pas posé la question si c'est quoi l'amour, peut-être j'allais vous expliquer. Non, mais pour moi, j'attendais que... Il y a une différence, en fait. Moi, j'attendais que le mariage, comme l'union de deux personnes, mais ces deux personnes doivent nécessairement s'aimer. Non, il y a des mariages par contrainte, parce qu'il doit postuler pour un travail, parce que l'homme est très riche, parce qu'il y a beaucoup de... Bon, peut-être ça, il y a dans l'hypocrisie, il y a l'hypocrisie à l'intérieur. Oui. Par exemple, je prends le cas de mon église, l'église catholique. Nous disons toujours, moi-même, je suis prêtre, j'ai béni des mariages. Oui. C'est-à-dire, on dit qu'il n'y a pas d'amour. On conseille aux deux partenaires de ne pas se marier. Okay. Parce que le premier lien fort du mariage, c'est l'amour. En dehors de l'amour, il n'y a pas de mariage. Ouais. Et partant de cela, à part l'amour, bon, on ratifie les mariages pour le bien de ceux qui vont sortir de cette union. Les enfants, c'est la grâce, en fait. C'est la grâce, c'est la conséquence de cet amour, c'est les enfants. Et voilà pourquoi, quand les enfants ne sont plus là, je ne vais pas vous amener dans notre théologie de mariage, mais je parle comme ça pour que tout le monde puisse comprendre. Quand, demain après-demain, les enfants ne seront plus là, mais les parents restent dans leur union. Parce que c'est seulement l'amour qui peut relier ces deux personnes. Mais si on reste dans les contrats, ça devient vraiment très compliqué. Bon, c'est votre conception, je respecte. Je voulais écouter seulement comment vous concevez le mariage. Oui. Donc, je pense un jour, il y aura une photo pour symboliser le mariage comme contrat. Parce que si on entre dans l'amour, c'est quoi l'amour? C'est encore très compliqué aujourd'hui avec des jeunes. Hein? L'amour englobe tout, c'est très compliqué. Hein? C'est très compliqué. Alors, vous avez des projets. Aujourd'hui, avec des jeunes, surtout je parlais des femmes, parce que j'ai posé la question sur le mariage. Nous voyons beaucoup de jeunes filles, après l'université, il n'y a rien d'autre, c'est seulement le mariage. Pourquoi aujourd'hui les jeunes filles veulent le mariage? Oui, il faut qu'il y ait mariage pour que les foyers puissent exister, pour que les enfants puissent se perpétrer, pour que l'amour se manifeste davantage. Mais, comme vous venez de le dire, il y en a qui se marient parce que l'argent, tout ça... Mais vous avez fait l'université. Qu'est-ce qui se passe dans les chefs des femmes pour qu'après leurs universités, qu'elles puissent tout abandonner, je dis bien tout abandonner, leurs études, tout ce qu'elles ont fait, tous les rêves, pour le mariage? C'est comme si le mariage venait bafouer les études des femmes parce que l'homme continue. Nous sommes pendant le mois de la femme
Ça vous dit quoi, vous-même, quand vous voyez ces femmes qui abandonnent tout pour devenir femmes de ménage, alors que c'est possible dans notre pays, nous voyons, je parle plus de nous, surtout les Africains. Dans d'autres pays, nous voyons le mariage est célébré, l'homme travaille, la femme travaille. Ici aussi, il y en a, mais le nombre est minime, est très petit. Cet engouement-là, c'est un défaut de formation parce que vous-même, vous avez fait l'université. Comment vous expliquez ça? Ou sauf si j'ai tort dans ma question. Moi, je ne donnerai pas la faute entièrement aux filles, c'est aussi la société, en fait. La société dans laquelle nous vivons nous oblige à être pressés de se marier. Parce que moi, je suis dans la vingtaine, hein, mais déjà, on me met la pression, en fait. C'est quand? Et puis peut-être on n'a pas encore trouvé la bonne personne, on n'est pas prêt, on veut travailler, mais on peut rester seul chez soi, mais on n'est pas libre parce qu'il y a la famille qui intervient, qui vous oblige à vous marier, parce que ça honore pas une femme de vivre seule, parce que. Il y a beaucoup de parce que qui interviennent plutôt. Donc, pour moi, c'est la société. Donc, si la société, on change un peu la mentalité, comment on voit les choses, en fait. Déjà, comment on voit la femme dans la société. C'est ça aussi le problème. Déjà, l'homme et la femme ne sont pas vus de la même façon. Mais pour moi, je dirais que toute personne a le droit et a la chance d'être ce qu'il veut, en fait. C'est ce que moi, j'ai décidé aujourd'hui pour ma propre vie. J'ai dit non, je ne vais pas être pressée de faire les choses comme tout le monde. Je vais faire des choses comme je veux, en fait. Si je ressens l'envie de travailler d'abord, de me construire une carrière, d'avancer d'abord seule, je le fais d'abord, sans pour autant suivre la pression qu'on me met dans la famille, dans la société. Donc, c'est aussi avoir le courage de dire non, c'est ce qui manque aussi aux jeunes filles, peut-être. C'est parce que son mari va l'interdire de travailler après, c'est parce qu'elle a peur de perdre son mariage, tout ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui interviennent après. Mais dans la société aussi, on voit, je dois vous le dire, aujourd'hui, nous venons de faire la proclamation des enfants, oui, des élèves à l'école complexe scolaire Cardinal Mosengo. Le directeur des études a appelé, a cité seulement les noms en public de ceux qui ont fait une grande distinction et la première de toutes les élèves et de tous les élèves, une fille de première année qui a fait 91%. Et quand il a invité tous ces jeunes ou tous ces élèves qui ont fait des grandes distinctions, il y avait plus de femmes que des hommes. Mais la majorité de ces jeunes filles, c'est en première année. En première année, donc c'est-à-dire elles viennent de l'école primaire. À l'école primaire, nous voyons aussi beaucoup de jeunes filles être toujours premières de la classe. Et on voit maintenant en première CO, aujourd'hui c'est 7e, 8e, les jeunes filles sont souvent premières. Mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est comme si ça change. Vous allez voir, ce sont des hommes maintenant qui sont premiers. Même si on part à l'université, facilement vous allez voir, ce sont des jeunes, des jeunes garçons. C'est un peu ça. Les jeunes filles au début, ou les filles au début sont très intelligentes, mais quand elles grandissent, ça change. Qu'est-ce qui se passe? Quand on appelle les lauréats, même à l'université, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et finalement, dans la société, on remarque qu'il y a des hommes qui dirigent. Et plutôt au début, on voyait que c'était des femmes qui prenaient la tête. Mais à la fin, ce sont des hommes. Mais dernièrement, j'étais dans une réunion, je trouve qu'on a des réunions des dirigeants des chorales, nos chorales catholiques. Alors, c'est M. Paul Balenza, qui est honorable Paul Balenza, qui est président, je pense qu'il est en train de céder déjà le siège. J'ai même demandé, il y avait une vingtaine de personnes, mais il n'y avait qu'une seule femme. Je me suis dit, mais pourquoi les femmes reculent toujours? Qu'est-ce qui se passe en cours de chemin? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux femmes qui se battent déjà, tout ça? On voit des femmes qui se battent, mais c'est minime. C'est minime. Vous-même, comment vous voyez la chose? Qu'est-ce qui se passe en cours de chemin parce que vous êtes une femme? Qu'est-ce qu'il y a eu? Je dirais que c'est l'encouragement aussi qu'il y a entre l'homme et la femme. On n'encourage pas peut-être de la même façon qu'on encourage les hommes.
à réussir. Ou bien, déjà, la société, elle a déjà tellement élevé l'homme dans un rang où que la femme se sent toujours inférieure. Peut-être c'est une de causes. Déjà, dans mon domaine de photographe, c'est aussi minoritaire, hein, qu'on trouve beaucoup de femmes, en fait. Et même dans le concours où j'ai participé, j'étais la seule femme. Donc, il y a un problème. Et moi, en tant que femme, je compte organiser des ateliers comme ça le mois prochain pour parler aux jeunes sœurs, pour savoir... Moi, si je me pose ce genre de questions, comment... Les femmes sont minoritaires même dans l'art, en fait, dans l'art plastique. Il y a des femmes qui commencent l'université, après, on ne le voit plus. Et il y a ceux qui se marient, c'est parce que les maris interdisent. Il y a ceux que la famille dit non, tu ne peux pas continuer, d'abord on envoie ton frère à l'école. Il y a tellement de choses tout autour qui empêchent la femme à réussir que l'homme. En fait, l'homme, il a plus de privilèges, il est plus privilégié. Donc, c'est ça aussi. Donc, il y a tout ça. Mais quelque part, ce n'est pas vous-même. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo matondi namo. Voyons d'abord dans la politique. Mm. Quand un homme politique descend quelque part, qui danse? Les C'est femmes. toujours des femmes qui dansent. Voyez un peu dans nos orchestres la musique. Mhm. Les hommes sont bien habillés, tout ça, qui viennent exposer leur corps, c'est incapable de chanter. C'est la société qui a fait tout ça. Mais pourquoi vous... Excusez-moi, c'est pas vous, mais c'est vous qui êtes devant moi. Mais Ouais. pourquoi vous nous refusez pas? C'est comme si la femme elle-même... Moi, je ne sais pas comprendre ça. C'est la femme elle-même qui parfois cherche toujours à se rabaisser. Vous allez voir là où il y a beaucoup d'hommes, où il y a des hommes et des femmes. Les gens prennent la parole, les femmes regardent. Regarde, mais au début, c'est cette femme-là qui s'est débrouillée bien. Je dis bien, il y a des femmes qui excellent. Oui. Ça, c'est vrai. Même C'est dans notre minime. politique, dans notre pays, on voit des femmes qui ont marqué leur temps, qui marquent encore leur temps jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de citer leur nom. Mais il y a des femmes. En journalisme, on voit des femmes. Par exemple, aujourd'hui, il y a des noms où on ne peut pas dépasser quand on parle des journalistes. C'est comme si on plaçait des journalistes, on peut commencer par citer telle femme. Et puis, arrivent les hommes. Donc, voilà un peu. Mais c'est comme s'il y a un recul, il y a un besoin soi-même du moindre effort. Moi, je pense qu'il ne faut pas d'abord continuer à condamner la société. Mais il y a un moindre effort du côté aussi de la femme, de foi. Parce que, petit à petit, parce qu'on accuse la société. La société, c'est qui? La société, c'est nous-mêmes, en fait. Je dis parce que déjà, ça ne commence pas d'aujourd'hui, ça date. Dans plusieurs pays, la femme a toujours été marginalisée. La femme, on l'a toujours mis en arrière-plan, en fait. Et les femmes qui excellent dans leur domaine, c'est parce qu'elles disent non aux règles de la société. Elles disent non. Les hommes aussi, on les donne le courage, on les donne plus de privilèges, mais moi, je veux quand même exceller aussi dans ce que je fais. Parce que c'est le regard que la société donne à la femme, en fait. C'est comme si tu regardais un miroir. C'est l'image qui te renvoie les miroirs. C'est ce que tu vas croire que tu es, en fait. Mais les femmes qui réussissent disent non, c'est pas l'image que moi, je vois, en fait. Je veux voir autrement que ça. Donc, c'est ça aussi, c'est la société. On doit rééduquer la société, pour moi. Pour que les choses marchent, on doit montrer que la femme a la même chance de réussir que l'homme, en fait. A la même chance d'être ce qu'elle veut, en fait. On doit toujours appris que la femme doit se marier, doit faire des enfants. C'est ça, c'est la société qui a commencé. Mais l'homme aussi doit se marier, doit faire des enfants. Mais non, c'est pas ce qu'on dit à l'homme. L'homme, on dit c'est toi le chef de la famille. C'est toi qui dois diriger. C'est toi qui dois faire asseoir les choses. Et tu dois chercher à épouser une bonne femme qui va rester à la maison, qui va s'occuper de tes enfants. C'est la société qui veut ça. Et les femmes qui disent non, c'est qu'on voit maintenant, elles essaient maintenant d'être au même pied d'égalité que les hommes, en fait. Ce sont ces femmes-là qu'on rejette aussi dans la société. On dit que c'est une femme qui se comporte comme des hommes. C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? Moi, je me pose ce genre de questions dans ma démarche artistique. C'est quoi être un homme? C'est quoi être une femme? Tu seras une bonne femme, je vois. Je suis déjà une bonne femme. Tu seras une bonne épouse, je vois. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, nous sommes devant Anastasie Lango qui défend ses congénères, donc qui défend ses consoeurs, qui défend aussi l'art, qui défend ses idées. On a besoin de pareilles femmes dans la société parce que les femmes, vous n'êtes pas obligés de faire tout ce que font toutes les femmes du monde. À un moment donné dans la vie, il faut se démarquer pour prouver vos capacités.
C'est comme ça. Je n'ai rien à voir contre tous les présidents du monde, mais je crois que une présidente un jour dans ces pays, beaucoup de choses changeraient. C'est un point de vue tout simplement. Parce que comme disait une grande dame, la femme travaille avec son cœur et elle a la possibilité de résister devant beaucoup de tentations, surtout de la violence. Voilà. Alors, la femme n'est pas moindre. Parce que tous ces hommes-là qui font beaucoup de bruit, ils ont été éduqués par les femmes. Oui. Moi, je suis prêtre, mais je sens en moi ma mère. C'est dans tout ce que je fais, je sens ma mère. Je dis, ça c'est maman qui me l'avait dit. Est-ce que vous croyez que pour être une femme qui éduque la société, il faut entrer seulement dans des réunions de décideurs où on peut être une bonne femme de ménage et éduquer aussi la société? Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent? Déjà, il y a un problème. Pourquoi seulement pour être une bonne femme, tu dois rester dans la maison, t'occuper de la famille? Donc, c'est ça le problème, je dis tout justement. Il y a un problème. Pourquoi la femme, on ne doit pas la voir avec toutes ses capacités déjà, comme on voit l'homme dès le départ? Pourquoi déjà on ne voit pas la femme avec toutes ses capacités? C'est ça le problème. Déjà, pour les hommes, la femme, je vais l'épouser, je vais le mettre à la maison. Oui, j'ai quand même laissé un peu la liberté de travailler, mais ce n'est pas elle qui décide, en fait. C'est déjà ça. C'est ce que je dis. Donc, on doit commencer à voir, on doit d'abord quitter à voir les sexes, en fait. On doit voir l'homme avec un grand H. Donc, tu es homme, je suis homme. Déjà, c'est ça. On doit se voir au même pied d'égalité. Prendre des décisions, pas parce que c'est un homme, pas parce que c'est une femme. Donc, c'est ça le problème pour moi. Mais nous, les problèmes, c'est quoi? L'homme et la femme sont l'image de Dieu. Oui. Ben, il y a la constitution interne, psychologique, physique, même morphologique, qui est différente. Oui. Est-ce que cela n'influence pas déjà excusez-moi, j'aborde quand même un sujet peut-être plus sensible. Je vois, par exemple, quand les hommes préparent, les garçons préparent leurs sessions, leurs examens, les femmes préparent leurs sessions, leurs examens. Mais il y a une jeune fille qui peut se retrouver dans la dysménorrhée, par exemple, ce qu'on appelle généralement la règle douloureuse, qui aura des difficultés, par exemple, pour préparer ses examens. Mais le professeur ne le sait pas. Peut-être la fille souffre intérieurement, elle n'a pas de temps de se concentrer pendant, c'est pas 3-4 jours, mais l'homme a déjà cet avantage. C'est comme si la nature, c'est pas ce que je crois, c'est seulement on est en train de réfléchir, c'est comme si la nature a donné certains avantages. C'est pas la société, je parle de la nature, a donné déjà certains avantages à l'homme pour qu'il aille de l'avant. Okay, comment tu trouves? Vous dites que la nature a donné certains avantages à l'homme. Et pourquoi alors diminuer ce que la femme n'a pas déjà? Vu que l'homme a déjà beaucoup de privilèges, il n'a pas de menstruation et tout, pourquoi alors diminuer encore les capacités de la femme, vu qu'elle n'en a même pas peut-être beaucoup que l'homme, en fait? C'est ce que la société fait, en fait. On ne nous donne même pas ce qu'on doit avoir, mais on nous diminue encore, en fait. Mais on laisse l'homme qui a peut-être plus de privilèges que nous à aller de l'avant. Donc, tout revient à la société. Rééduquer la société pour une nouvelle avenir, en fait. Merci beaucoup, Anastasie. C'était un bel échange parce que tu as bien parlé. Les gens qui nous suivent vont apprécier, vont te découvrir de nouveau en dehors de ta photographie. Oui. J'ai posé tant de questions. On a réfléchi ensemble pour surtout ce mois de mars, mois dédié à la femme. Moi, j'ai beaucoup de respect à l'endroit de la femme. C'est la femme qui m'a éduqué, ce n'est pas une femme qui passe à la télé, je ne sais pas moi, tout ça. Mais, comme je viens de le dire, c'est comme si elle agit toujours en moi. Elle est en moi partant de l'éducation qu'il m'a donnée. Moi, c'est ce que j'ai dit à tous ces hommes qui bafouent la femme. Vous allez entendre des phrases telles que « la femme, septième bête après les crapauds ». Ben, quand quelqu'un les dit,
il faut qu'il mette les noms de quelqu'un. Même si sa mère s'appelle, par exemple, Mimi, qui disent Mimi, c'est une bête après les crapauds. Il va sentir peut-être les non-sens de sa phrase. C'est-à-dire, la femme supporte beaucoup de choses, la femme est résistante, la femme a la compassion, la femme sait comprendre facilement. Donc voilà, la femme, c'est une valeur. Voilà pourquoi je dis toujours, le combat de la femme, ce n'est pas contre l'homme. Parce que j'ai l'impression que vous échouez souvent dans vos combats, vous femmes. Vous voulez combattre l'homme. En lieu et place, quand vous êtes photographe, quand vous êtes devenu photographe, ce n'est pas pour combattre quand même l'homme. Mais vous sentez en vous un besoin, vous avez dit, je vais accroître cette vocation. Ce n'est pas pour dire qu'il y a beaucoup d'hommes comme photographe, moi je viens, vous allez voir, je vais vous disperser, c'est notre tour. Comme on voit souvent dans la politique. La politique, non, pourquoi il y a beaucoup de... Mais confirme-toi par le travail. Étudie bien, sois là où on réfléchit. Tout ça, c'est alors qu'on peut dire, voilà, on ne va pas te choisir comme femme parce que tu l'as dit toi-même, mais parce que tu es capable de défendre ce qu'il y a là. Mais il faut rendre ces femmes-là maintenant capables de défendre aussi. Je pense qu'il y en a. Ben c'est ce qu'on fait. Par exemple, aujourd'hui à l'école, je pense, dans nos écoles ici, quand vous entrez dans des salles, il y a beaucoup plus de femmes. C'est comme ça que j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en cours de chemin? Je vous ai donné des raisons, non? Merci beaucoup. Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot? Dernier mot, je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça, mais... Un dernier mot pour l'émission, bien sûr. Okay. Parce qu'après l'émission, on va continuer à parler. Hein? Ok. Dernier mot par rapport à mon travail, je dirais que être femme, c'est pas facile pour nous, être femme, mais avec beaucoup de courage, avec beaucoup de motivation, il faut juste trouver quelque chose à quoi tu peux t'accrocher, qui peut te faire ressentir que tu es indépendante, que tu peux réfléchir, que tu peux penser aussi pour que la nation avance au fait. Donc être femme, c'est aussi avoir la capacité de changer les choses. Donc, même si on ne donne pas beaucoup de chance, même si on ne croit pas forcément en nous, vu que c'était mon cas, on n'a pas cru en moi, mais je me suis dit, j'ai trouvé la force en moi-même, je dis, je vais continuer. Peu importe les difficultés que je rencontrais, je me suis dit, non, je ne vais pas arrêter là, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Donc, trouver la force en vous, trouver une source de motivation qui va faire en sorte que vous puissiez réaliser vos rêves aussi. C'est très important. Et je suis avec vous aussi. Okay. Merci beaucoup. Oui. C'était très important pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi. C'était Anastasie Lang, photographe. La première artiste photographe. Artiste photographe. Elle ne veut pas qu'on parle seulement des photographes. Parce que j'utilise la vidéo aussi pour parler de problèmes que je veux parler. J'utilise la peinture, les graffitis aussi, le design. Donc, la photographie, c'est juste un médium qui me permet de parler de problèmes. Mais je peux utiliser d'autres médiums aussi, à part la photo. Vous avez entendu? Ouais. Voilà, c'est une femme à encourager. C'est une femme à soutenir. Mais elle n'est pas seule. Elles sont nombreuses dans notre société qui ont besoin de ce soutien pour que la société se relève. Merci à vous qui nous avez suivis. Et nous disons encore merci à Anastasie avant qu'elle ne signe son livre d'or. Merci à tous ceux qui nous soutiennent pour réaliser cette émission, plus particulièrement l'archidiocèse de Kinshasa avec notre archevêque Fridolin Ambongo. Nous n'oublions pas, c'est lui qui nous a aidé à concevoir aussi cette émission, le cardinal Laurent Moussengo, l'évêque émérite de Kinshasa. Merci à la RTCE, notre chaîne catholique. Merci à la chaîne Congo Web pour sa diffusion aussi et son soutien. Mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema mposa ya kokumisa mosusu akumisi nzambe. Merci beaucoup à l'émission Noblesse. J'étais honorée et émue par l'accueil de Monsieur Jean-Marie.
fait à Kinshasa le 2 mars 2019. Anastasie Lango.